Bonsoir et merci pour l'intérêt réel témoigné à cette nouvelle émission, la vôtre bien sûr, Mémoire d'une nation, acteur de l'indépendance, qui décrypte la longue marche de notre pays vers l'indépendance nationale en posant un regard original sur cette longue actualité. Hôte de marque aujourd'hui est le père Paul Mbabesol, ancien maire de Libreville, ancien vice-premier ministre, ministre de la Culture et des Arts. Excellence, bonsoir. Bonsoir, Jean-Christian Combil. Merci, Excellence, de nous recevoir ici chez vous. Avec vous, aujourd'hui, nous voulons comprendre l'importance de la culture dans l'affirmation par un État, notre pays, le Gabon, de sa souveraineté nationale, mais aussi l'impact significatif de cette culture, n'est-ce pas, sur l'affirmation de notre identité nationale, sur l'affirmation de la personnalité juridique de notre pays. Vous avez été membre du gouvernement, précisément en charge du département de la culture. Il n'y a pas de souveraineté nationale sans la culture. Est-ce que vous confirmez cette assertion? Oui, effectivement, j'ai été au gouvernement, j'ai été maire de Libreville, j'ai été ministre, vice-premier ministre, etc. Et j'ai essayé à cette époque-là d'être au service du Gabon. Pas à mon service, mais au service du Gabon. Je voudrais vous dire à vous, Jean-Christian Combil, et à ceux qui nous écoutent, je voudrais vous dire que je me souviens de mes réunions à Paris avec des Africains comme moi qui disaient « L'Afrique a besoin de s'unir. Et il faudrait que du nord au sud, on entende un seul son pour saluer. » Alors je vous dis à tous, Otep, cela veut dire, est-ce que tu te portes bien en même temps que ta famille? Otep. Merci. Je suis heureux que vous soyez venus me demander un peu mon point de vue. C'est vrai, nous sommes de générations différentes, mais je ne voudrais pas que certaines choses que je vais dire représentent chez vous comme des paroles d'un opposant. Je le dis parce que j'ai appris que certains d'entre vous sont allés dire au président de la République, le jeune président né en 1975, donc il aurait pu être mon fils, allez lui dire, il faut se méfier d'Mbabesolo, c'est un opposant. Ces gens-là, il faut les laisser dire, il faut laisser la liberté d'expression, mais vous devez savoir qu'ils sont dans l'erreur. Je n'ai pas à m'opposer. Je suis attaché à ma tradition. La tradition que j'ai constatée partout. J'ai été dans toutes les provinces du Gabon. J'ai été dans tous les villages. Et j'ai constaté que c'était toujours le même comportement. Quand on prend une décision, on discute, on parle ensemble, chacun donne son point de vue et on prend une décision. Et il y a des gens pour appliquer cette décision et qui surveillent ceux qui se mettent en dehors de la décision. Excellence, nous allons y revenir. Évidemment que l'histoire d'un pays n'est pas rangée selon les regards des opposants ou de membres de la majorité présidentielle. L'histoire d'une nation est un vecteur d'unité et sachant que vous êtes une personnalité emblématique de la vie politique de notre pays, nous nous souvenons que lorsque vous étiez aux affaires, d'abord maire de Libreville, vous avez lancé un projet d'envergure, n'est-ce pas, de promotion de l'unité nationale à travers la diversité culturelle. C'est la fête des cultures. Comment vous est venue cette idée de fête des cultures? Comment
a-t-elle été accueillie dans le landerneau politique de notre pays? Voilà, alors, je dirais que j'ai fait un peu d'études de philosophie et je suis tombé sur un philosophe que l'on devrait exclure des études des Africains. C'est Aristote qui a exclu, dont le principe philosophique est d'exclure le tiers exclu. C'est-à-dire, pour chaque problème, il n'y a que deux solutions. Or, cela va contre la philosophie africaine. Un problème a toujours plusieurs solutions. Alors, dire qu'on exclut d'avance un point de vue, ce n'est pas bon pour nous. Il faut laisser tout le monde s'exprimer. Et quels étaient les objectifs politiques, culturels et même socio-économiques de la fête des cultures que vous avez lancée? La fête des cultures, faire en sorte que les Gabonais discutent entre eux sans être esclaves des préjugés. 2, de voir la méthode traditionnelle qu'avaient utilisée nos ancêtres qui n'avaient pas de parti politique. Et ce sont eux, on doit se poser la question, ce sont eux qui ont finalement travaillé pour l'évolution où nous nous trouvons aujourd'hui. Les autres n'ont rien apporté, c'était des nomades. Comment se fait-il que la civilisation égyptienne a produit tout ce que nous avons aujourd'hui? Comment cela se fait-il? C'est parce qu'on discutait franchement et chacun donnait ses arguments. Aucun point de vue n'était exclu d'avance avant que l'on ne prenne la décision. Alors j'avais constaté que justement, déjà le monopartisme, c'était criminel. Et le multipartisme, il est aussi un peu quelque part à partir du moment où on suit la philosophie d'Aristote. Je voudrais qu'on suive la philosophie de ce chef de village de Mokab qui s'appelait Boussougou. J'ai vécu quelques instants avec ce monsieur tout à fait étonnant. Mokab dans le département de la Guinée, dans la province de l'Anyanga. L'Anyanga, tout à fait. Et donc, mon père, à travers cet événement qui était la fête des cultures, l'intérêt finalement, c'était la multiculturalité, l'expression plurielle de nos ethnies, de nos communautés ethno-culturelles, n'est-ce pas, dans un vaste mouvement finalement de ferveur patriotique et de démonstration d'unité nationale. Mais tout à fait, et c'est cela qui conditionnait, à mon sens, le progrès possible et même les inventions intellectuelles. Si on ne discute pas avec des gens différents, on ne peut arriver à rien. On répète les mêmes choses. Et à cette époque, je reprochais à ceux qui faisaient la politique d'être des répétiteurs, des perroquets. S'ils ne répètent pas ce que le président avait dit, ils répétaient ce qu'ils ont lu dans un livre qui n'a rien à voir avec le Gabon. Malheureusement, aujourd'hui, ça continue un peu encore. Mais il faudrait. Lorsque vous parlez du président, vous parlez assurément du président El Hadj Omar Bongo Ondimba, qui vous avait ensuite appelé au gouvernement en tant que vice-premier ministre en charge de la culture et des droits de l'homme. Comment le président Omar Bongo Ondimba avait-il accueilli le projet des fêtes de culture, lui-même qui était... Non, alors le président de la République, à la première fête de culture, le président n'est pas venu sous la pression de certains de ses conseillers. Ils ont dit, qu'est-ce que il va aller vous insulter. Or, ce n'était pas mon intention. Je voulais simplement présenter le bien fondé, disant, nous sommes d'un seul pays, nous sommes différents, mais nous avons besoin de dire nos différences ensemble pour que nous trouvions ensemble ce qui peut unir nos différences pour le progrès de notre pays. C'était ça. Et la fête des cultures avait été finalement une opportunité donnée à la fois aux traditionalistes,
à nos agriculteurs, aux ethnologues, mais aussi à nos hommes d'affaires locaux de faire des expositions, de témoigner, n'est-ce pas, de la richesse anthropologique de notre pays, et cela fut un succès. Avec le recul, aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli quelque chose d'exceptionnel avec cet héritage légué à... Non, pour moi, ce n'était notre pas pays. exceptionnel. Je dis, tout ce que je fais, je me réfère toujours à ma culture. À partir du moment où j'ai vu que nos ancêtres discutaient comme ça, j'avais fait déjà 2 ou 3 tours du Gabon. Et je les ai observés quand ils avaient à régler un problème entre eux. Ils avaient une méthode de travail. Alors je m'étonne qu'il n'y ait pas encore eu de thèse faite sur cette méthode de discussion pour la souveraineté d'un pays. Les Gabonais ne devinent même pas que leurs ancêtres avaient des points de vue bien précis. Alors aujourd'hui, on va chercher des auteurs étrangers, des Karl Marx, des Platon, des Aristote, dont nous ne savons même pas s'ils ont compris ce qu'on leur avait enseigné en Afrique. Alors c'est dommage. Cette méthodologie de règlement des conflits a aussi été la marque de l'identité finalement politique gabonaise, lorsque l'on se souvient de tous les conclaves qu'il y a eu, aussi bien les dialogues politiques répétitifs, les accords de Paris auxquels vous avez participé, mais tout cela, on voit bien que le président Bongo avait toujours le souci du consensus à la gabonaise, tiré justement de la palabre à l'ancienne. C'est sûr, Bongo avait discuté certainement un peu avec Léomba par rapport à ça, mais s'il y a eu beaucoup de rencontres pour parler de ça, ça veut dire que ça n'avait pas réussi. Ça veut dire que les gens n'avaient pas perçu l'importance de cela. Et même à la conférence nationale, vous parlez de conférence nationale, dont je dis qu'elle a été un échec total parce que lorsque nous avions discuté, nous avions négocié, il était entendu, nous devions passer par un pont, par une transition, le RSDG. Parlant de transition, nous allons y revenir, mon père. À l'origine, la fête des cultures devait être un événement gabonais, mais plus tard, on a bien vu que la fête des cultures s'est ouverte aux communautés étrangères établies dans notre pays, et cela a donné davantage de succès politique à cet événement. Non, je ne suis pas un patriote de ce point de vue. Je dis que quand j'ai fait la fête des cultures, il fallait que tout le monde participe. Ceux qui étaient gabonais, d'adoption, d'origine, et ceux qui étaient étrangers. On doit connaître les cultures africaines. On ne les connaît pas. Il faut les connaître et connaître leur rapport dans l'existence de l'Afrique. Ce qui a fait que l'Afrique a été le début de l'humanité. L'Afrique a été l'ancêtre de l'écriture. Vous imaginez une écriture, il a fallu du temps. Il a fallu des rencontres. Et tout le reste, tous les châteaux, ces Africains qui ont inventé tout cela. Mais il fallait qu'on discute. Justement, parlant d'Afrique, et tout à l'heure nous parlions du président Omar Bongo, nous savons qu'il y a eu, au début des années 83, un projet important, n'est-ce pas, de mutualisation des cultures, d'unité culturelle de l'Afrique. Le président Bongo avait lancé le projet du Sisiba, autrement dit de la Bantouphonie. Et aujourd'hui, avec le recul, quelle appréciation portez-vous sur ce projet d'envergure qui était... Non, le Sisiba, puisque moi j'ai eu l'occasion d'apporter ma contribution, c'est Théophile Obenga qui l'avait annoncé ici. Il était fonctionnaire là, à Libreville. Et quand je suis devenu ministre de la Culture, c'est moi qui l'ai remplacé. Mais j'avais trouvé les affaires du Sisiba rangées déjà dans une pièce pour être transportées ailleurs. Mais le Sisiba, il n'y a rien de tel parce que ça pouvait unir toute l'Afrique. Et j'avais eu l'occasion, étant ministre de la Culture, de discuter avec des gens du Rwanda, discuter avec des Sénégalais, discuter avec
des Congolais et c'était en bonne voie. Je ne comprends pas que ce projet-là n'ait pas été développé ou maintenu pour tout le bien de toute l'Afrique. Il faut que nous étudions, il faut que nous connaissions le sens de chaque choix de communauté. Je crois savoir que le Sisiba, autour de la bantoufonie, rassemblait les peuples d'Afrique qui mettent l'homme au centre, n'est-ce pas, de toute l'action politique et culturelle. Ces peuples qui appellent l'homme au singulier Moutou et puis au pluriel Batou. Mais bref, mon père, il y a eu aussi comme projet majeur esquissé par le président Omar Bongo dans les années 80, toujours au profit de la culture, l'AMPAC. L'AMPAC, le président Bongo ne m'en a jamais parlé. Si l'AMPAC avait l'ambition, n'est-ce pas, de donner un cadre à nos artistes, à nos acteurs culturels pour pouvoir entrevoir l'avenir sous de meilleurs artistes, et réglementer l'ensemble du secteur. Les artistes devaient s'inscrire dans un contexte culturel. Mais je sais aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent même pas de quelle culture ils sont. J'ai demandé aux enfants, langue que je maîtrise un peu, dites-moi, quand on dit enfant, Dieu a créé les hommes. Alors, ils me disent, Nzame, Anga Velbot. Je dis, vous ne vous rendez même pas compte, parlant votre propre langue, que vous affirmez que Dieu est une femme. Ça ne pas. Il y a des expressions dans nos langues qui traduisent notre matriarcat traditionnel que nous avons abandonné avec la colonisation, la christianisation et l'islamisation. Les gens ne savent même plus quand ils parlent leur langue, de quoi ils parlent. Voilà le problème. Aujourd'hui, mon père, il y a à l'éducation nationale cette nouvelle vision des autorités gouvernementales d'introduire justement les acteurs culturels dans les modes d'enseignement de notre pays. Aujourd'hui, dans la plupart des ouvrages, on voit maintenant nos élèves parler de Guéma, parler de Randaga, de Lendoy et autres comme acteurs justement des différents textes qui sont proposés aux examens. Ça aussi, c'est un progrès en faveur de la culture. C'est un progrès. Je félicite et j'encourage je dis qu'on doit aller toujours dans ce sens-là. Mais cela ne nous a pas encore donné l'occasion d'étudier nos langues comme des langues scientifiques. Nos langues sont des langues scientifiques. Vous imaginez, vous écrivez, vous êtes de moi, mon cave ou bien de Moabi, mais comment on soigne les maux de tête? Ils ont une façon de soigner les maux de tête, mais qui n'est pas la même chose que soigner les maux de tête à Ekata, à Mekambo. Aujourd'hui, mon père, tout à l'heure, vous parliez de transition. Il y a comme aujourd'hui une révolution des mentalités qui est impulsée au sommet de l'État, il faut le dire, avec ce que nous considérons comme une sorte de reconquête mémorielle. On a vu le président de la transition à l'époque, aujourd'hui président de la République, poser un certain nombre d'actes majeurs aujourd'hui en faveur de la réactivation de la mémoire nationale, en faveur de la réactivation de notre culture. Qu'est-ce que cela vous inspire? Mais je ne peux que l'encourager dans ce sens-là. Mais je suis étonné, justement, que certains dénigrent cela. À tort. C'est à tort, mais n'empêche que vous entendez les gens parler du « oh, on construit des maisons, est-ce qu'on va manger les maisons ?» des choses de ce genre-là. Je parle comme un Gabonais qui veut que l'on rejoigne nos traditions d'abord et à partir de là, provoquer des processus de changement. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà pourquoi on a l'impression que le président actuel, le jeune président, il est né en 1975. Moi, j'étais déjà en fonction et j'enseignais déjà les langues et j'ai enseigné mon programme que je vous dis là. Alors, quand il essaie de faire des efforts, il faut l'encourager, mais il n'est pas du tout encouragé.
s'il devait se décourager, mais il l'aurait déjà fait. Mon père, au titre des actes politiques majeurs qui ont été posés par les nouvelles autorités de notre pays pour promouvoir l'identité nationale, pour promouvoir la culture gabonaise et exprimer finalement notre souveraineté nationale. Il y a aujourd'hui des cérémonies autour de la levée des couleurs chaque lundi matin dans les institutions. L'autre est donné à la présidence de la République et dans toutes les institutions et au Parlement, mais aussi le vendredi avec la descente de drapeau, mais aussi le port d'habits traditionnels, justement pour vanter notre identité culturelle et notre africanité au sens large. Tout cela mérite les encouragements des anciens. Mais tout ce qui est positif est encouragé. Nous disons, mais il faut aller plus loin. Quand vous dites qu'il faut aller plus loin, toujours. Jusqu'où voulez-vous que le président de la République et le gouvernement aillent? Je n'ai pas de leçon à donner au président de la République. Je dis, je suis un individu. Chez nous, on dit pour que quelque chose soit regardé comme une valeur temporelle et historique, il faut qu'elle naisse d'une concertation. Tant qu'il n'y a pas une concertation voulue, et c'est pour cela que je voulais vous dire tout à l'heure que M. Jean-Hilaire Obama, qui a été le premier député du Gabon, je m'étonne qu'on ne parle même pas de lui, ni de son programme. C'est pas, on ne connaît pas les programmes au Gabon. Lui, il avait un programme, il disait, voilà, je veux faire l'unité du pays. Mais je veux faire l'unité du pays comment? Il faut que les Gabonais se rencontrent. Pour qu'ils puissent se rencontrer, il faut que chacun puisse connaître son identité. Voilà, il a provoqué le congrès Panouin de Minzik. Oui, le congrès Panouin de Minzik a été souvent mal interprété, mais on croit savoir qu'à l'origine, il devait donner le ton, n'est-ce pas, d'un ensemble de congrès ethno-culturels des différentes communautés du Gabon, mais on n'y est pas allé jusque-là. Pourquoi? Sans doute que le colonisateur n'y trouvait pas un intérêt majeur. Alors le colonisateur, il doit être où est-ce qu'on doit le placer? À sa place? Justement, mon père, aujourd'hui, parlant de reconquête de notre souveraineté nationale et d'affirmation de celle-ci sur la scène internationale, il y a aussi une dynamique aujourd'hui de réappropriation des masques, autrement dit le retour au pays, des masques qui ont été emmenés par le colonisateur autrefois en Occident. Et là aussi on parle d'une centaine de masques, de statues tékés, de masques fans, entre autres, qui ont été ramenés au pays à la demande des hautes autorités. Ça aussi, c'est un acte d'affirmation. Mais je dis, c'est très bien. Il faut continuer dans ce sens-là. Mais après, expliquer aux jeunes et aux gens ce que c'est qu'un masque. Un masque, ça représente quoi? Pourquoi on réclame ça? Ce n'est pas des bouts de bois qu'on réclame. On réclame la réappropriation d'une philosophie, d'une pensée. Alors, il faut y faire. Alors, aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous réapproprier notre culture aussi longtemps que la position de la femme actuelle est là. Cette position de la femme nous empêche d'avancer. Notre pays, de ce point de vue-là, fait partie quand même des nations, des États modernes au sein desquels la femme occupe une femme de premier choix dans les institutions, dans la haute administration, et le ton avait été donné sous le président Omar Bongo Diba. Le premier choix, un gouvernement de 25 ministres, il y a 4 femmes, c'est ça le premier choix pour vous? Ce n'est pas tant la quantité, mon père, et c'est pas vous, le pédagogue, qui me démentirez, qui est importante aussi. Certes, la quantité est une donnée à l'aune de laquelle on peut lire le progrès, mais il y a aussi la qualité des positions qui sont occupées par les femmes qui devraient aussi être saluées. Donnez-moi un poste de femme. C'est vrai que c'est moi qui pose les questions ici, mon père, mais pour poursuivre
dans cette dynamique conviviale, mais non, vous vous souvenez quand même mais je vous dis, qu'il y a eu dans notre pays Madame Rose-Francine Rogombé qui a été présidente de la transition. Rose-Francine Rogombé. Je ne veux pas me mettre à la critiquer. critiquer maintenant, elle est morte. Parce qu'elle était vivante. Je lui redis, mais 3 ou 4 mots. Parce que je dis justement, pour que votre système politique soit un système véritable, il faut que la femme prenne sa place. Or, la femme n'a pas de place dans le système actuel. Si on imite l'Occident, les Français, quand ils ont dit « Oh, il y a un professeur d'université, c'est une femme, on a fait un gouvernement, on respecte les droits des femmes. » Qu'est-ce que les droits des femmes? Où sont les droits des hommes? Mon père, c'est un débat culturo-traditionnel dense que nous pourrions ouvrir sur ce chapitre-là, mais je salue votre volonté, n'est-ce pas, à voir les femmes jouer un rôle encore plus important dans notre pays. Vous me l'avez dit lorsque nous préparions cette émission, que les femmes ont un pouvoir magique, non seulement celui d'enfanter, mais également celui de prodiguer des soins inédits, n'est-ce pas, à l'espèce humaine, et que notre pays en a bien besoin. Bref, mon père, je voudrais, dans la mise en perspective de la nouvelle politique culturelle de notre pays, que nous évoquions un chapitre important, celui qui concerne, que l'on pourrait intituler le blindage juridique, n'est-ce pas, de nos matières premières culturelles. Il y a un décret récemment pris par les plus hautes autorités de l'État qui protège l'IMOCA comme patrimoine stratégique, tant l'intérêt accordé aujourd'hui à l'IMOCA attendez, ne passez pas trop vite. Occidentales semble tout à fait sur la inquiéter femme. Les uns et les autres. Passez pas trop vite sur la femme. Parce que l'IMOCA, tout ça, c'est la femme qui gère tout, qui devrait tout gérer. Alors, la femme, elle est à la base de la conception sociale de l'Afrique. On l'a sortie, elle est devenue la servante, celle qui fait des enfants, celle qui aide. Et donc, en termes de projection par rapport à la femme, quel rôle souhaitez-vous voir la femme jouer davantage dans notre société, voilà. Dans nos sociétés traditionnelles, mais aussi J'attendais cette question-là, merci. Alors, pour la femme, je souhaite qu'il y ait 2 assemblées. Une assemblée pour les femmes, une assemblée pour les hommes. Quand un problème se pose, les femmes discutent entre elles, les hommes discutent entre eux. Et pour trouver la synthèse, pour faire des lois, ces 2 points de vue-là se rencontrent pour voter des lois. En tout cas, mon père, les associations féminines et féministes vous entendent bien et je pense que votre message suscitera un intérêt majeur. Attendez. Mais je ne parle pas pour les associations. Je parle pour la politique du pays. Ce n'est pas une affaire d'association. C'est très important. Parce que dans l'histoire de l'Afrique, je vois ceux qui ont le mieux résisté aux colonisations, ce sont les femmes. Et ça reste comme cela aujourd'hui. La femme ne dit pas encore grand-chose au Gabon. On la prend parce que ça fait bien. On ne prend pas. Ça fait bien. On prend ce qu'il y a, c'est-à-dire la tête, l'intelligence. Ce n'est pas la différence biologique qui donne l'intelligence, mais c'est l'intelligence, chacun naît avec son intelligence. Et les langues que nous parlons les langues que nos mamans nous ont apprises, avec l'accent, avec le dialecte que nos mamans nous ont appris. Mais si ça venait à se réaliser, c'est que le Gabon serait autre chose que celui qu'il est maintenant. Ce n'est pas le président qui promeut la culture, c'est le peuple qui promet une culture. Et à la base de cette culture-là, il y a la femme. Et si la femme n'est pas là, il ne peut pas avoir promotion de culture. Mon père, je voulais que vous donniez votre sentiment sur la protection des matières premières culturelles de notre pays, et qui est une dynamique politique positive que l'on observe aujourd'hui à l'échelle du pays. Je disais tout à l'heure que
Liboga est désormais patrimoine stratégique, protégé. Liboga suscite davantage d'intérêt des firmes occidentales, singulièrement européennes et américaines. Alors, et donc, de ce point de vue-là, il y a beaucoup d'efforts à J'ai la fournir et réputation- la voie a été tracée par les J'ai la autorités de l'État. réputation d'être contre Liboga, à tort. Mais je voudrais qu'on mette Liboga à sa place. Quelle place? Sa place, c'est un rite d'origine Tsogo, que les Tsogo développent cela. Et que chacune des communautés, de nos communautés, développe son rite d'origine. Mais pas un qui prend tout le pays. Ça ne peut être que mortel pour le pays. Il faut que chacun dise, voilà, on va chez les Bakota, chez les Massango, les Nyambe, on va chez les Fang, le Malan, on va chez les Mpongwe, les Ndjembe, tout ça. Il faut que chacune de nos communautés développe au maximum, pas seulement développer le faire, pratiquer, mais avec l'intelligence, des thèses qui se font là-dessus. Thèses sur le Boga, thèses sur le... Mais alors, chez moi, je suis initié au Malan. Et l'interdiction principale, quand on vous initie au Malan, c'est de ne jamais être dans un état second. Parce que si vous êtes dans un état second, vous n'êtes plus un homme libre. Voilà pourquoi, quand on parle de Liboga, oui, mais les Blancs, ils ont intérêt à ce qu'on ne garde qu'une pratique, parce qu'on va s'aliéner nous-mêmes. Et mon père, dans tous les cas, l'iboga est une plante rituelique des plus sacrées dans notre pays et un vecteur d'unification aujourd'hui des fils et des filles de notre nation. Nous allons y revenir, mon père. Tout à l'heure, lorsque nous avons légèrement mis une pause à cette avant-dernière séquence de l'émission, nous notions que vous êtes resté combatif, autrement dit, les téléspectateurs qui vous redécouvrent un père Kolmba Bessolo resté dynamique malgré le poids des ans, combatif. Si vous voulez, moi je dis que je suis combatif, je ne combats personne. Je dis à tout le monde d'être raisonnable, de suivre la méthode de nos ancêtres. Il n'y a pas de raison que nous suivions la méthode d'Aristote ou de Platon et délaissions la méthode Mbokumbaka, la méthode de Kombani. Parlant de Mukokumbaka, parlant de Kombani, dans le Gwevido, Mukokumbaka dans la Nyanga est un village, disiez-vous, dans un de vos plaidoyers anciens, qui est un symbole de coexistence pacifique et de cohabitation, n'est-ce pas, des différences culturelles. Et en même temps, aussi, vous parliez de Kombani, qui sont des villages, finalement, où la diversité culturelle est source de richesse au quotidien. Tout à fait, la rencontre des cultures, c'est une richesse. On n'a que deux yeux. Je ne peux pas voir le monde, tout le monde avec deux yeux seulement. Mais s'il y a deux yeux en plus qui s'ajoutent, je vois mieux. Et le Tsogo me dit, ce n'est pas parce que tu as des yeux que tu vois. Ça, il m'appelle à me référer aux yeux des autres. Parce que tes deux yeux, ne crois pas que tu vois tout avec ça. Tes deux yeux restent limités. Voilà pourquoi il y a le proverbe. Le proverbe, ce n'est pas parce que tu as des yeux que tu vois. Je sais, mon père, que vous êtes aussi philosophe et pour suivre la dynamique que vous êtes en train de développer, on pourrait dire, comme cet auteur français, Jean-Paul Sartre, pour ne pas le citer, que la différence qui me caractérise à autrui, loin de m'appauvrir, m'enrichit. Je ne cite pas Sartre quand je parle du Gabon. Très bien, mon père. Et donc, pour parler de la richesse culturelle de notre pays, il y a un autre objet d'art, source de notre identité, la pierre de Mbigou, qui a été labellisée récemment par les autorités de notre pays dans le cadre de cette nouvelle politique culturelle.
tout ceci pour prémunir, n'est-ce pas, la contrefaçon importée, n'est-ce pas, qui pourrait réduire l'impact de cet objet artistique sur le marché national et même sur le marché mondial. Si je voulais vous chicaner, je vous demanderais, dites-moi un peu labellisé en Pounou. Tous les mots français ne trouvent pas signification dans notre patrimoine linguistique Tous les mots national. français consistants viennent du latin. Cela veut dire que le français est une langue pidgin du latin. Toi, tu parles d'une langue scientifique, c'est-à-dire le Pounou, le Nzébi, tout ça. Ça ne vient pas d'une langue. On peut, à la limite, faire un rapprochement avec l'égyptien ancien, le kamite. Mais le français, c'est une langue pidgin. Et on m'a demandé d'abandonner ma langue scientifique pour parler une langue pidgin. Non. De ce point de vue-là, mon père, il y a un effort à fournir. C'est vrai que votre génération n'est pas parvenue à construire une langue nationale. Lorsque je vous entends parler, finalement, évoquer les limites du français en tant que pidgin, en fait, vous déplorez un peu le fait que finalement, dans notre pays, nous n'ayons pas une langue nationale purement authentique. Non. Je n'ai jamais parlé de langue. J'ai parlé de langue nationale autrefois. Quand j'étais dans le Goué-Vindo, je disais que l'Ikota pouvait être langue nationale. Aujourd'hui, je ne parle même pas de langue nationale parce que je sais que chaque Gabonais est capable de parler toutes les langues du Gabon. Vous entendez? Si vous prenez une langue nationale, c'est ça les décisions des Occidentaux. Ils sont arrivés, on va parler français. Puis on a abandonné le reste. Si dans une bibliothèque, j'ai 100 livres, et j'ai dit, je prends qu'un livre. Alors, les 99 livres que je laisse de côté, mais c'est moi ça. Je dis, il ne s'agit pas, je ne parle pas de trouver une langue nationale. Je dis, il faut parler les langues nationales et elles vont engendrer elles-mêmes quelque chose. C'est tout. Richesse de langue maternelle, oui, mon père, mais il y a aussi, à côté de ces langues stricto sensu, une autre langue universelle qui est véhiculée par les fils et les filles de notre pays, c'est la musique authentiquement gabonaise. La musique est un langage universel et qu'elle soit chantée à Mouabi, à Oyem, par nos artistes. Ce n'est pas une langue universelle, justement. La musique adoucit les mœurs et non, là aussi est vectrice d'unité nationale dans notre pays. Les sons, ce n'est pas une langue universelle. Les sons appartiennent à chaque langue. Voilà pourquoi je dis il faut faire des études linguistiques pour connaître quels sont les sons de la langue pour nous, les sons de la langue fan. Je dis, moi j'ai fait ce travail-là. Je connais les sons de la langue fan. Combien de consonnes? Il y a peut-être une trentaine. Soit, mais mon père, dans toujours la promotion de la nouvelle politique culturelle, il y a qu'aujourd'hui, davantage que par le passé, nos artistes locaux ont aujourd'hui un nouveau rôle social, politique, culturel qui leur est assigné, c'est celui d'ambassadeur du Gabon. Et de ce point de vue-là, on a vu récemment, lors du dernier voyage du chef de l'État, puisque Teroli Nguema à l'Élysée, qu'il a été accompagné par certains de nos artistes qui y ont presté. Tout à fait. Je vous ai dit tout à l'heure que Oligui Nguema est né en 1975. Ce problème de réappropriation de nos cultures existait déjà. Si vous allez fouiller dans les archives, pour nous, vous trouverez le travail de Monseigneur Mbumba pour le Badja. Les sons, c'est une affaire culturelle. Oui, mon père, vous avez été ministre de la Culture, vous savez davantage que nous que les acteurs culturels se sont parfois plaints de ce que l'État ne leur ait pas toujours apporté le soutien nécessaire. Or, aujourd'hui, on a le sentiment, et c'est cela qui transparaît, qu'il y a un nouveau rôle
d'ambassadeur qui est assigné à nos acteurs culturels et singulièrement à nos artistes, et cela est à saluer. Je dis le fait déjà qu'on s'intéresse à ce que nous sommes. Je dis, il faut encourager ça. C'est bien. Le président doit aller de l'avant. Il faut encourager. Il ne faut pas croire que celui qui chante la petite chanson du quartier, qui va être notre ambassadeur, pour être ambassadeur d'un pays, il faut connaître l'histoire de ce pays-là. Il faut connaître la politique de ce pays, les orientations politiques de ce pays. Or, ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore le cas. Sans doute, mais mon père, même lorsque vous étiez aux affaires, on a vu des acteurs culturels, des groupes socioculturels comme le Tandima de Vicos aller prester à l'échelle internationale, et cela a contribué justement au rayonnement diplomatique de notre pays. Autrement dit, notre pays peut se servir de la culture comme arme diplomatique et comme soft power. Si vous vous souvenez de ma campagne de 1993, j'avais exprimé l'idée d'avoir un centre musical ici pour que déjà nos artistes sachent ce que c'est qu'un son, ce que c'est qu'un demi-son. Ils ne savent pas. Ils chantent avec leur cœur, quoi. Mais ils ne se réfèrent pas aux chansons de nos ancêtres. Ou quand ils prennent ces chansons-là, ils ne savent pas comment elles sont faites. Il n'y a aucune thèse là-dessus. Vous qui êtes ancien ministre de la culture et des arts, chargé des droits de l'homme, au moment où notre pays célèbre les 66 ans d'indépendance nationale, il est évident que depuis toujours, les festivités commémoratives de la date anniversaire de l'indépendance ont toujours été marquées par des grands événements, autrement dit par une forte connotation culturelle et artistique. Et c'est le lieu sans doute de rendre hommage à ces acteurs culturels qui ont fait la fierté de notre pays. Il faut bien comprendre. Je rends hommage à tous ceux qui font un effort pour développer un aspect de notre pays. S'il y a un pour nous qui va avec une chanson de sa mère ou une chanson pour bercer les enfants, je dis félicitations, mais je dis ce n'est pas tout. Pour que ça soit bien, il faut qu'il y ait des études systématiques à ce sujet. À partir de quand un Africain dit cette chanson-là, elle va être pour bercer les enfants. Cette chanson-là, on va la chanter au cours d'un mariage. Cette chanson-là, on va la chanter quand on fait une déclaration de guerre. Mais cela demande la réflexion. Ça suppose des études. Ça suppose des gens qui ont fait des thèses là-dessus. Ce n'est pas venir dire i. C'est pas ça qu'on demande. Mon père, la fête de l'indépendance est aussi la fête des cultures, en définitive. Alors, oui, alors. Et donc, fête de l'indépendance, fête des cultures, tout cela, de façon globale, constitue une opportunité de reconstruction de la paix, de reconstruction de notre unité nationale. Mon père, si vous deviez rendre hommage justement aux acteurs culturels comme étant des acteurs de construction de la paix, qu'est-ce que vous leur enverriez comme message aujourd'hui? Je pense à Pierre Claver Akendengue, à Pierre Claver Zengebom, à Marc Joss, à tous les autres acteurs culturels de notre pays qui ont contribué. Tout Gabonais qui fait les efforts, de la nation tout Gabonais qui fait les efforts pour créer, je l'encourage. Tous les Gabonais qui font des efforts, hommes ou femmes, je les encourage. Il y a la petite fille d'Anyanga qui chante là, Baptiste Chélis. Je voudrais qu'elle aille chanter sur le pont à côté de Mokab. C'est une fille très offensive. Justement, c'est une fille qu'il faut encourager absolument. Parce que sa vibration, ses sons,
ce n'est pas le do, ré, mi, fa, sol, la, si, do ordinaire. Il a des sons particuliers. Là-dedans, il y a des sons pour nous, typiquement pour nous, et de d'autres communautés. Il faut qu'elles soient encouragées. Nous l'avons entendu chanter récemment à l'Élysée. Nous l'avons aussi entendu rendre hommage aux anciens, n'est-ce pas, que sont Pierre Akindengue et beaucoup d'autres, comme ayant été des vecteurs de transmission de savoir. Tous ceux qui font effort de création, je les encourage. Je dis, il ne faut pas créer parce qu'on veut reproduire le Negro spirituel des États-Unis, parce qu'on veut reproduire n'importe quel auteur français, mais il faut reproduire nos auteurs. Nos premiers auteurs chez nous, ce sont les femmes qui chantent entre elles. Allez les écouter. Mon père, nous tirons pratiquement vers la fin de cette émission. Nous avons voulu voir avec vous comment la culture contribue-t-elle à l'affirmation de la souveraineté nationale d'un pays, le nôtre singulièrement. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul qui est le vôtre, vous pensez que ce qui a été fait par le passé comme effort en faveur des acteurs culturels, en faveur de la promotion de notre culture et de notre identité, a été suffisant justement pour la protection de cette identité nationale, et qu'est-ce que nous devons encore faire pour la renforcer davantage, cette identité nationale, et pour mieux la présenter au monde? Pour moi, retenez ça une fois pour toutes, que ça soit au niveau musical, que ça soit le niveau de la danse, que ça soit niveau religieux, que ça soit niveau culturel tout court. J'ai dit, l'État n'a encore pas travaillé suffisamment pour développer le Gabon. C'est ça mon affaire. Et s'il y a des créateurs, quelle que soit la valeur de ce qu'ils ont créé, il faut les encourager. Quand on crée, on commence par écrire des petites phrases, et puis on écrit des paragraphes, et puis on écrit des livres. Ce qui a commencé, il ne faut pas décourager ceux qui ont commencé à faire quelque chose, étant conscients d'eux-mêmes, pas dans un état second. J'encourage. J'ai toujours dit au président Bongo qu'il ne faisait pas assez pour la culture, pour les cultures du Gabon. Alors, pour être précis, si vous avez un message à lancer au président Oligui Nguema, qui fait de gros efforts, on le voit en termes de modernisation de la ville, en termes de construction des infrastructures nouvelles, pour doter l'État d'un patrimoine administratif autonome. Aujourd'hui, mon père, et qu'est-ce qu'il y a comme effort à faire en termes de protection de notre patrimoine, mais aussi d'aménagement territorial culturel? Quand je parle avec eux, j'ai parlé peut-être une ou deux fois avec lui, j'ai les références traditionnelles d'un enfant qui écoute les vieux. Il a toujours les yeux tournés à gauche, pas à droite. Je dis simplement, il tourne les yeux à gauche, qu'il continue. Il faut l'encourager. Il ne peut pas tout faire. C'est pas lui qui va dans les villages. Je dis, mais quand on le voit danser, les danses modernes, c'est un virtuose. Je le vois, mais je dis, cet enfant-là qui a écouté beaucoup d'anciens, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont en lui qui doivent sortir. Il faut l'encourager à sortir tout ce qu'il a en lui. Merci pour l'opportunité que vous donnez aux téléspectateurs de vous redécouvrir bien portant, de vous redécouvrir offensif. Merci pour l'héritage de la fête des cultures que vous nous avez laissé. Merci pour le message culturel d'unité de la